Bonjour à vous, camarades et citoyens, camarades et citoyennes. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'anarchisme. Nous allons faire une critique en 7 points de l'anarchisme. Alors, quels sont ces 7 points, me direz-vous? Je vais vous les exposer un à un. D'abord, je vous fais d'abord la liste et ensuite nous traitons les choses sujet par sujet. Premier point, les anarchistes sont fédéralistes. Deuxième point, les anarchistes sont mondialistes. Troisième point, les anarchistes sont individualistes. Quatrième point, les anarchistes sont anti-républicains. Cinquième point, les anarchistes s'opposent à la prise de pouvoir d'État. Sixième point, les anarchistes sont idéalistes. Et septième point, les anarchistes sont primitivistes. Déjà, ça envoie du lourd. Donc, qu'est-ce que j'entends par fédéraliste? Alors, les anards sont contre l'État, donc par définition, ils ne sont pas non plus pour un État fédéral. Ils sont normalement, sauf peut-être les plus modérés qui dévieraient de l'anarchisme stricto sensus pour éventuellement pour un État fédéral, mais sont pour des fédérations de communes. Mais ça reste un modèle fédéral, ça reste un modèle de société dans lequel l'organisation de la loi est différenciée selon le territoire au sein d'une nation ou d'un ensemble politique, d'un État si on veut, ou d'une communauté politique ou d'une communauté nationale. Ça veut dire que vous auriez une France où il n'y aurait pas la même loi à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Toulouse, à Paris, avec le modèle ANAR. Avec un modèle, voilà. Et c'est très localisé. Voilà. Donc vous imaginez, voilà. Or, normalement, hein, si on est vraiment dans une approche égalitaire des choses, réellement égalitaire des choses, il faut défendre la République une indivisible, hein, qui est la condition de l'égalité en droit, de l'isonomie, c'est-à-dire la même loi pour tous, partout parmi les citoyens, par opposition au fédéralisme. Le fédéralisme étant en fait un système juridique inégalitaire contre l'application de la loi au sein d'un même pays. Donc sur ce point, le système anarchiste propose une égalité en droit, une inégalité en droit à l'intérieur d'un même territoire, à l'intérieur d'un même pays. Donc, ce n'est pas une promesse d'émancipation en termes d'égalité de droit, en termes d'égalité en droit, en termes d'isonomie, qui est aussi un peu synonyme de démocratie, l'isonomie, hein, l'égalité devant la loi. Ça, c'est à supposer que les anarchistes veulent les lois aussi. Hein, vous avez, donc vous imaginez l'arbitraire d'un système sans loi ou d'un système dans lequel la loi change si vous passez d'une région, d'une ville à une autre, où la loi change. Vous passez de Lyon à Paris, de Paris à Marseille, de Marseille à Nice, de Nice à Saint-Étienne, de Saint-Étienne à Grenoble, de Grenoble à Bordeaux, de Bordeaux à Brest, etc., etc., jusqu'à Nantes, Mulhouse, tout ce que vous voulez, Strasbourg. Et la loi n'est pas la même. Hein. La loi n'est pas la même
selon où vous trouvez, qui peut être en termes de région, de commune. C'est plutôt de communes dans le système ANAR. C'est arbitraire. Et les petits malins de Richoux peuvent en profiter parce qu'ils peuvent voyager plus facilement, hein, parce qu'ils ont ils ont pu investir dans un moyen de transport. Donc voilà, c'est un renforcement des inégalités économiques. Bravo, potentiellement. Je dis ça parce que en Allemagne, en, aux USA, système anglais, je crois que c'est confédéral, système britannique, pardon. Euh, Vous avez l'inverse d'un modèle jacobin. En France, on a un modèle jacobin avec la République une indivisible. Là, bon, la monarchie britannique, vous avez une monarchie, donc voilà, vous avez voilà, qui est une confédération de, voilà, bref, je n'ai pas tous les détails. Vous avez une république fédérale comme l'Allemagne, une république fédérale comme les États-Unis, et aux États-Unis, vous passez d'un pays à un autre une peine. La peine de mort, la peine de mort s'applique dans un État pour un crime ou un délit, et s'applique pas dans un autre parce qu'il n'y a pas la peine de mort. En fait, vous voyez, on peut toujours jouer sur le droit à partir du déplacement, des déplacements géographiques. Ça peut être assez perturbant ce genre de magouille. Donc, premier point, fédéralisme, ça c'est traité. Deuxième point, mondialisme. Alors, l'antinationalisme primaire des anarchistes les amène à des positions sans frontiéristes, qui donc en fait dans la pratique cautionnent le libre-échange. Donc que ce soit celui de la mondialisation ou celui réalisé au sein de l'Union européenne. Ben oui, si vous êtes contre la nation ou contre les, ou contre la nation parce que la nation c'est l'État et que comme la composante d'un État souverain en général, il y a non seulement le gouvernement, le régime politique quel qu'il soit, mais aussi les frontières. Là, les frontières, ça peut si vous voulez, les frontières, ça peut être lié soit aux enjeux migratoires pour les personnes, on va dire les gens plutôt branchés droite nationaliste vont être à fond derrière cet enjeu. Certains en voyant un peu moins l'aspect économique, parce que là, moi, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect économique. Et les frontières a pour autre enjeu le libre-échange versus le protectionnisme. Vous savez, le capitalisme repose sur des mécanismes de concurrence, de libre-échange. C'est-à-dire que le capitalisme n'est pas forcément libéral. Il y a toujours un degré. Hein. Mais la tendance, logiquement, à le devenir avec le temps. Hein, à vouloir conquérir de nouveaux marchés, à vouloir mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres, hein, ce qui contribue aussi à les diviser ou à augmenter les taux de profit, enfin bref. Et là, vous avez des anarchistes qui, du coup, quand ils sont contre les frontières, parce que les frontières c'est l'État et c'est méchant, en fait, favorisent le capitalisme le plus libéral qui soit, en disant ah bah les frontières. Mais les capitalistes, vous leur dites ah bah les frontières, ils disent super, on va pouvoir se faire de plus grosses marges bénéficiaires avec le libre-échange, la libre concurrence. Voilà. Voilà. Ça signifie des politiques commerciales libre-échangistes, en fait, dire à bas les frontières. Individualisme. Le troisième point, c'est l'individualisme. Pris dans la logique d'aliénation capitaliste, les anarchistes sont des libéraux culturels. Ils ne sont pas capables de mettre en œuvre une organisation politique pourvue d'une véritable discipline collective. Ben oui, parce que s'il faut s'organiser, il faut un chef. Tout ce qui serait organisation collective à large échelle serait nécessairement pour eux tyrannique, hiérarchique, centralisé aussi, parce que en fait, ça c'est le même problème hein, qu'avec le fédéralisme, c'est que refusant la centralisation, hein, la centralisation c'est ce qui permet un peu l'unité d'une nation, qui est un minimum de centralisation à un certain échelon pour que la loi soit un peu la même partout pour, voilà, pour centraliser certaines décisions à un certain niveau pour que voilà, la loi puisse s'appliquer un peu partout de la même façon. Bah, il y a le même problème avec l'individualisme. Il y a chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Vous n'avez pas du coup, vous ne pouvez pas organiser de véritable lutte contre le capitalisme. Vous aurez des manifestations éphémères du folklore avec deux, trois groupes qui feront leur foin dans un coin.
qui emmerderont les communistes et les socialistes conséquents. Hein, faut le dire tout net. Et en plus, bon, je pourrais noter qu'ils sont étant pris dans une logique d'aliénation capitaliste, ils ont tendance à être dans un narcissisme au nom de l'individu, au nom de l'individu roi, qui les mènera à être de très bons petits consommateurs. Euh, c'est méchant, mais c'est vrai, hein, de le dire. Ils sont de bons consommateurs. Ils sont pris dans des logiques d'aliénation capitaliste, dans une vision culturellement libérale des choses. L'individu roi, mais en faisant tellement un absolu, sans prise en compte de la société, de l'intérêt général, du collectif, de l'intérêt collectif, sans prise en compte d'autre chose que leur petite personne au niveau du narcissisme et non au niveau du droit, au niveau des conséquences économiques, au sens d'exploitation capitaliste, sans réflexion sérieuse sur le capitalisme, sur l'exploitation. En fait, ils sont pris dans des logiques de petits consommateurs, de consommateurs petits bourgeois ou lumpen qui, par exemple, se droguent, fait des choses. Voilà. Donc, du coup, en fait, ils contribuent au pire comportement qui renforce le capitalisme. À la fois l'incapacité de résister au capitalisme et la tendance à le laisser s'étendre, à faire en sorte que celui-ci s'étende avec tous les pires comportements là-dedans. Quatrième point, anti-républicanisme. Alors, pour tous ceux qui pensent que les anards sont des ultra-progressistes, ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Parce que, dans le contexte notamment français, hein, être républicain, c'est non seulement être pour un État qui ne soit qui ne soit pas une monarchie, ce qui est un progrès, mais c'est aussi, dans le contexte républicain, associé aux idées de démocratie et de laïcité. Hein, aux institutions démocratiques, à la laïcité, à l'école républicaine, au service public. Un exemple d'anti-républicanisme réactionnaire de la part des anarchistes, je prends un cas d'école de l'anarchisme que les anarchistes, souvent aujourd'hui, les anarchistes gauchistes ont tendance à être un peu honteux sur leur père philosophique, on va dire, l'un de leurs pères philosophiques. Ils ont tendance à le renier. C'est Proudhon. Parce que notre cher Proudhon, il était tellement anti-État, il était tellement anti-républicain, ou le fait qu'il a que ses copains, que ses adeptes, que les adeptes de sa secte ont eu tendance à vouloir un peu s'allier aux monarchistes par anti-républicanisme. Mais bon, c'est mis à part aussi que Proudhon était favorable à l'esclavage, disait qu'il fallait battre les femmes et qu'il était un peu antisémite pour les bords, même sur les critères de l'époque. Ouais, bref, Proudhon était une M. Ah oui, il était contre les grèves aussi. Bon, ça, c'est autre chose. Mais Proudhon était l'école gratuite. Vous savez, l'école de la République. L'école publique, gratuite, obligatoire, et laïque par ailleurs. C'est un progrès historique de notre République. Parce que pour lui, ça renforce l'État. Par anti-étatisme, par anti-républicanisme, il est prêt à être un horrible réactionnaire. C'est ce qu'il est, au fond, Proudhon. Mais les conséquences de l'idéologie anarchiste, c'est un reniement de tout républicanisme, un reniement de la laïcité, des cadres du cadre démocratique, du cadre des institutions démocratiques, de l'éducation publique, des services publics. Voilà, enfin, parce qu'il faut quand même un État pour les faire fonctionner, ces services publics en termes d'organisation. Ça, j'y reviendrai sur le détail du primitivisme anarchisme. Alors, ça c'était le quatrième point. Non, c'était le quatrième point. Le cinquième point, c'est que nos amis, entre guillemets, enfin, pour mes camarades d'extrême gauche, ils les considèrent un peu trop comme des amis, les anards. Pour moi, je les considère comme les pires ennemis. Qu'ils soient les pires, c'est l'extrême gauche du capital.
les anarchistes s'opposent à la prise de... Le cinquième point, c'est les anarchistes s'opposent à la prise de pouvoir d'État. Donc les anarchistes sont donc là pour dissuader le prolétariat de prendre le pouvoir à la bourgeoisie. Disons-le tout net. Alors, ce qui en fait des ennemis de la classe ouvrière. Mais c'est la marche inverse de la propagande bourgeoise classique, mais qui la complète. Notez bien, là où le bourgeois dit en général le pouvoir d'État est sacré, le prolétariat ne doit pas y toucher. Alors il ne le dit pas comme ça, mais il le fait bien entendre en tout cas, ou il le dit d'une façon un peu différente. L'anarchiste dit le pouvoir d'État est maudit. Le prolétariat ne doit pas y toucher. Pareil, il ne dit pas forcément ces termes, mais l'idée est bien là. L'anarchiste rejoint donc dans la pratique entièrement les positions du bourgeois, c'est-à-dire que le prolétariat ne doit pas toucher au pouvoir d'État. Qu'on répète bien, le bourgeois, parce que pour le bourgeois, on ne veut pas que c'est ça le pauvre, que c'est ça l'ouvrier, que c'est ça le prolo, il touche au pouvoir d'État. C'est comme pour nous, tout de même. Et l'anarch, c'est mais vous risquez de devenir comme les bourgeois si vous touchez au pouvoir d'État. Donc ils veulent laisser la bourgeoisie au pouvoir de ce fait. Parce que l'une des idées qu'on doit défendre en tant que socialiste et en tant que communiste, c'est l'idée d'améliorer la situation des classes populaires. Et pour cela, on a besoin, que ce soit par la réforme, par les élections ou par une révolution, fût-elle armée. Je ne suis pas en train de vous inciter nécessairement à l'insurrection, ça c'est vous qui voyez. Moi, je suis là pour l'aspect théorique. Qu'on le dise bien, voilà. Mais que ce soit par la méthode électorale ou la méthode insurrectionnelle, vous ne pouvez pas agir politiquement si vous ne prenez pas le pouvoir d'État. Sinon, vous êtes dans ce qu'on appelle du socialisme utopique. Enfin, ça m'a pas l'air très utopique, la société anarchiste, hein, au fond. Ça m'a plutôt l'air d'être une dystopie anarcho-capitaliste, parce que les anarcho-capitalistes sont les anarchistes les plus réalistes. Ils sont d'accord avec leurs propres valeurs bourgeoises. Voilà. Donc ça, c'était le cinquième point. Que ce sont des ennemis du combat de la classe ouvrière, les anarchistes, encore plus que les sociodémocrates, parce que les sociodémocrates, à défaut de... ils sont pas assez radicaux, mais ils vont peut-être... Enfin, il y en a qui sont hypocrites et qui veulent pas de changement, même pour des petites réformes. Mais il y en a qui veulent, qui dans le lot peuvent être sincères et vouloir quelques petites réformes pour améliorer la situation du petit peuple. Dans le cas des anards, vous avez des gens qui ne veulent pas de changement en faveur du prolétariat parce que ça serait une action de l'État et que ça serait autoritaire. Ah oui, si vous voulez éliminer la bourgeoisie en tant que classe, je ne parle pas de liquidation physique, je parle de liquidation de sa propriété privée de moyens de production, de la propriété privée des moyens de production, de ce qui en fait une classe dominante. Si vous voulez liquider la bourgeoisie en tant que classe, si vous voulez mettre fin au règne de la bourgeoisie, je ne parle pas d'élimination physique, je parle d'élimination de la propriété privée des moyens de production. Pas la même chose. Ça peut se faire de façon réformiste ou révolutionnaire, c'est vous qui voyez. Eh bien, si vous ne faites pas ça, si vous ne combattez, si vous refusez, là en fait vous refusez le combat quand vous laissez le pouvoir à la bourgeoisie. Si vous ne prenez pas le pouvoir d'une façon ou d'une autre, vous ne faites pas de politique et vous laissez le statu quo libéral. Aujourd'hui, il faut dire les mots. Hein. On ne doit pas simplement à dire capitaliste, mais libéral. C'est-à-dire qu'on peut avoir des capitalismes non libéraux, plutôt plus ou moins régulés. Là, l'anarchiste sera un blocage. Il favorisera les pires politiques libérales. Il refusera que nous puissions agir politiquement pour l'amélioration des conditions de vie du peuple. Même les petites réformes.
Donc maintenant que j'ai fait le 5e point, le 6e point, les anarchistes sont idéalistes. Alors nous, communistes, on parle de classe sociale. Eux parlent de hiérarchie. On n'a pas la même façon d'analyser les dominations sociales, disons-le. Pour nous, communistes, les dominations dont il est question doivent pouvoir être constatées objectivement sur la base, par exemple, du droit ou de l'économie. Sous l'Ancien Régime, il y avait une société d'ordre fondée sur des privilèges, un droit particulier suivant le statut et la naissance des personnes. Aujourd'hui, dans les sociétés capitalistes libérales, la seule domination objective est celle de la classe, c'est-à-dire la place d'une personne dans l'appareil de production. La notion d'hiérarchie est abstraite. Celle de classe, d'ordre ou de caste renvoie à des réalités concrètes. Réalité, cela dit, propre à une société donnée. Voilà. Alors que les anarchistes, par exemple, vous avez un rôle de président, de ministre, dans n'importe quel gouvernement, que ce soit un gouvernement libéral, nationaliste, social-démocrate ou communiste, pour eux, ce serait une hiérarchie insoutenable, du moins dans leur discours. La réalité concrète de ce que pensent les gens ou évoluent, voilà, c'est autre chose. Mais pour eux, voilà, vous avez une hiérarchie. Bah, en fait, nécessairement, vous devez vous organiser à un certain niveau. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez des postes de président, de ministre, de député, de sénateur, de commissaire du peuple dans l'idéal, enfin, si vous avez des postes de ce genre révocables avec un salaire moyen, pour nous, communistes, si on a un salaire moyen pour des postes politiques avec possibilité de révocation, ça pose pas de problème. On a de déléguer le pouvoir. On a des anarches pour qui, à partir d'un moment, si vous déléguez le pouvoir, si vous avez un minimum de représentation, on serait dans un système tyrannique. Certains croient à la démocratie directe, ce qui marcherait en fait dans un groupe extrêmement réduit. Hein, et encore, ça c'est autre chose. C'est encore à la limite. La démocratie directe, à l'enlever, bon voilà. On est obligé de déléguer à un certain niveau des pouvoirs. Pour eux, ce serait déjà de la centralisation. Et à partir d'un moment, même dans une localité, vous avez un centre. Donc, dans un pays, je vois pas ce que ça change. Ouais. Et voilà, vous avez une tendance accusée de hiérarchie, de bureaucratie, de privilège. Aujourd'hui, avec certaines façons de penser, le mot hiérarchie peut être placé sur tout et n'importe quoi, et même le mot privilège, qui a un sens historique très précis, il peut toujours être d'actualité pour ce qu'on appelle des cas où on a effectivement des privilèges. Hein. On a des survivances d'Ancien Régime sur des choses comme le notariat, par exemple. On a l'immunité parlementaire qui place certains de nos politiciens au-dessus des autres citoyens du point de vue juridique, dans le cadre de leur fonction. Là, on peut parler de privilège, mais vous avez ce mot privilège qui peut être dévoyé de toutes sortes de façons pour désigner aujourd'hui tout ce qui est, vous savez, il y a tout ce qui est gauche identitaire, enfin pseudo-gauche identitaire, qui va parler de privilèges pour tous ceux qui ont telle ou telle identité, qui ne seraient pas opprimés selon de machin truc. Vous avez tous le discours post-mo qui parle de groupes opprimés, qui ne parle pas de lutte des classes, et on comprend bien d'où ça vient. Ça vient de l'anarchisme. Ça vient d'une vision épistémologique très anarchiste, qui parle de en haut, en bas, hiérarchie, autorité, centralisation, décentralisation. C'est vraiment une approche qui est éloignée de toute conception logique, pragmatique, concrète et sérieuse des choses, des réalités sociales et politiques. Nous, on parle de classe sociale, les anards, ils parlent de hiérarchie. Nous, on est plus carré. Enfin, parce que nous, communistes, on est matérialistes. Donc, quand on est communiste, on est matérialiste. Le fait qu'il y ait Après, je peux vous concéder que le fait qu'il y ait des idéalistes, avec toutes les conneries post-mo, qui rentrent dans les partis communistes ou dans les organisations de jeunesse ou syndicats, ou syndicats ouvriers ou les partis, organisations socialistes, mouvements, tout ce que vous voulez,
eh bien, ça pose pas mal de problèmes, qui est l'entrée d'idées, de philosophie ou d'idéologie très idéalistes, aussi idéalistes que la religion, par exemple. Hein, ou certaines idéologies identitaires, soi-disant de gauche, enfin, ont un niveau de dogmatisme qui quand même est pas mal similaire à celui de la religion. Ensuite, les anarchistes sont des primitivistes. J'allais dire primitivistes. Ouais, enfin, j'étais pas allé si loin dans la régression. Euh, euh, mais bon, quand on voit certains anars, la régression, on ne sait jamais jusqu'où elle peut aller. Euh, donc, j'insiste sur le fait que les anars ne sont pas des progressistes, soit sur le plan, par exemple, technologique, scientifique, sur le plan juridique, économique. Enfin, bon, économique, je l'ai largement démontré avec le problème du libre-échange, hein, qu'ils ne sont pas pour le socialisme, qui sont les idioties du capital. Mais là, je vais en revenir sur le primitivisme. Parce que l'État, au final, on peut critiquer le fait que la bourgeoisie l'utilise pour servir ses intérêts de classe. Ok, ça c'est un peu réducteur pour définir ce qu'est un État. Hein, parce que si le prolétariat en prend le contrôle de cet État, il en fait autre chose, vous comprenez. Euh, L'État est une construction politique historiquement progressiste. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'État, ça signifie à la fois des institutions permettant un cadre nécessaire à la justice et à la démocratie. Ah oui, avoir un droit, avoir des lois qui soient connues un minimum publiquement. On est juste à ouvrir un texte de loi pour constater la règle qui normalement s'applique à tous. Avoir tous les textes qui permettent d'organiser la dite démocratie, en plus de la justice, les institutions. Voilà. Hein, la séparation des pouvoirs ou la répartition des pouvoirs, les attributions de chacun, les élections, etc., etc. Au passage, ceux qui me disent que les élections c'est antidémocratique, ce serait de l'oligarchie élective, n'ont pas compris qu'à partir du moment où on doit déléguer le pouvoir et que le tirage au sort, ça me semble pas être un choix du peuple. Ça me semble être un choix du hasard au sein du peuple. Mais ça reste du hasard, autant du hasard que quelqu'un qui hérite par hasard de la fonction de monarque. Hein. Bon, alors j'en étais. L'État signifie à la fois des institutions permettant un cadre nécessaire à la justice et à la démocratie, une administration avec des fonctionnaires formés et recrutés sur la base de leurs compétences. Alors par exemple, vous avez ça avec la civilisation chinoise. Vous avez tout un tas de... Les Chinois ont été ceux qui ont mis en place un système bureaucratique, enfin administratif, de promotion de l'administration sur le mérite, sur la compétence, les savoirs, qui s'appelle le mandarinat. Et ça a permis de remplacer, en partie, leur aristocratie par une élite de lettrés. Bon. Et le problème, c'est qu'évidemment, dans ce cas-là, c'était surtout ceux qui pouvaient se payer cette éducation. Hein, donc c'était quand même des élites, ça restait des élites un peu, ça restait pas tellement proche du peuple, même s'il y avait des gens, des écoles philosophiques qui voulaient étendre l'éducation de la Chine ancienne, comme celle de Mo Tse. Euh, bref, mes gars, eh bien, ce genre de choses, avoir des gens qui, recrutés sur la base de leurs compétences, puissent gérer un certain nombre d'affaires publiques, éducation, infrastructure, santé publique, justice, vie culturelle et scientifique, etc., etc., puisse développer le pays sur des bases techniques et scientifiques, même culturelles, faire vivre un peu voilà, faire vivre le pays sur la base de leurs compétences, que leurs compétences soient utilisées au mieux par une organisation adaptée, qui est cette administration. Ça me paraît être une bonne chose. Ça fait partie de ce qu'est un État. Hein. Des progrès historiques de l'État, avoir une administration, un appareil administratif, avec des fonctionnaires, avec des juristes aussi, avec, des gens qui, dans l'administration, gèrent un certain nombre de documents, de recensement,
vérifie quelles sont les ressources du pays, etc., etc. Ça permet aussi d'organiser les services publics, donc l'éducation, la santé, la sécurité sociale, les infrastructures publiques, réseau de transport, d'eau, d'énergie, de télécommunications, tout ce qui est aménagement du territoire. Vous devez avoir une certaine centralisation à partir d'un moment. Vous ne pouvez pas faire fonctionner, par exemple, une centrale nucléaire ou d'autres choses similaires en termes de complexité avec un système autogestionnaire, un système politique autogestionnaire, parce que ça ne fonctionne pas en autogestion. Si chacun décide de ses horaires au sein d'une centrale nucléaire, elle implose. Alors elle n'explose pas parce que ça fonctionne pas de cette façon, techniquement, mais voilà, vous avez, bon, vous gérez très mal une centrale nucléaire en autogestion. Est-ce que c'est une raison pour laquelle certains anards peuvent être anti-nucléaires et complètement à côté de la plaque? Bon, je pense qu'on doit plutôt chercher sur le côté de la plaque de base plutôt qu'un lien logique et argumenté là-dedans. Mais bon, on a des anarchistes de toutes sortes, hein. Bon. Donc, pour l'aménagement des territoires et les infrastructures publiques, il faut évidemment une certaine organisation et ça ne peut pas se faire selon un modèle anard. Et tout ce qui permet le progrès, le développement humain dans les domaines sociaux, technologiques, scientifiques, culturels. Sans organisation de type étatique, la civilisation n'a pas les moyens d'organisation permettant une vie moderne et digne pour nos concitoyens. Ce que je viens de dire avec les télécommunications, avec l'énergie, les transports, l'eau. Vous imaginez si on n'a plus un État qui permette de s'organiser à large échelle pour gérer les distributions d'eau. Alors il y a des choses qui peuvent se faire au niveau des collectivités territoriales, mais vous avez aussi toutes sortes de choses qui se font au niveau de l'aménagement du territoire. Pour ça, il faut un État. Donc, il existe aussi des micro-États, hein, à défaut de gens, voilà. Mais l'État, c'est une construction politique. Et historiquement, elle est progressiste. Peut-être pas progressiste surtout, hein. Enfin, ça dépend de quel type d'État on parle. Parce qu'un État, c'est un outil. Donc, mais plutôt que d'aller à la conquête de cet outil, on a des gens qui veulent y renoncer et qui, en plus, ont une forme d'idéal qui consiste à vivre comme des Cro-Magnons, en fait. Enfin, scientifiquement, on ne parle pas de Cro-Magnons. Voilà, donc, voilà, vous n'aurez jamais un futur un futur à la Star Trek, si on veut, dans une société anarchiste. Vous aurez tout juste un futur à la Mad Max, si on veut une imagerie populaire. Vous aurez une société sauvage, décadente, sans aucun progrès dans le domaine éducatif, culturel, scientifique, hygiénique, sanitaire, social, tout ce que vous voulez, politique, juridique. Vous aurez une société de barbares. Et vous creverez à moins de 30 ans dans une société anarchiste, hein. Dans une société anarchiste, comment dire, si vous êtes tout gringalet, la société anarchiste n'est pas pour vous. Parce que vous allez, à toutes les chances, crever, soit d'intoxication alimentaire, parce qu'il n'y aura pas de normes sanitaires, il n'y aura pas d'entretien des réseaux d'adduction en eau, soit parce qu'il y aura un plus gros qui vous aura bouffé, hein. Soit parce qu'il y aura des pénuries, parce qu'on n'a pas acheminé correctement les ressources alimentaires dans les villes, parce que dans les campagnes, ils produisent ces ressources, il faut les aménager, donc il faut des routes, il faut du transport ferroviaire. Et en fait, vous risquez juste de faire crever de faim toute une ville parce que l'État, il est méchant. Parce que vous voulez renoncer à l'État et que l'État, il est méchant. Voilà ce que vous avez avec les anards, hein. Vous aurez juste une société dans laquelle, dans les villes, vous aurez plein de gens qui crèveront de faim. Parce qu'ils n'auront pas voulu organiser, avoir l'outil d'organisation pour acheminer les transports, pour entretenir les routes, les voies ferrées, le réseau d'action en eau, pour faire fonctionner la justice. C'est très con, hein, mais vous aurez quelque chose de ce genre. C'est barbare et arbitraire et sans nom. Sans nom autre que connerie monumentale. Mais sur tous ces points, les anarchistes sont soit malveillants et sont des petits bourgeois, hein. Il y en a peut-être dans le milieu qui sont pas spécialement anarchistes, mais qui sont plus en fait des capitalistes qui aiment bien se déguiser dans ces haillons-là ridicules, parce que ça sert l'intérêt de classe, ça sert leurs intérêts de classe.
et vous avez aussi des idiots. Alors, ça peut être des idiots bourgeois, prolos. Je pense que vous avez une volonté de mettre en sandwich le prolétariat, la classe ouvrière, dans l'idéologie anarchiste, comme dans l'idéologie un peu social-démocrate, peut-être pas de la même façon, entre la petite bourgeoisie et le lumpenprolétariat. Sans compter qu'il existe une lumpenbourgeoisie qui se fait sur cette économie parallèle que constitue le lumpenprolétariat. Mais voilà, vous avez une idéologie absolument décadente et abjecte en ce qui concerne l'anarchisme. Moi, je suis un républicain jacobin. J'ai plus de légitimité en tant que républicain jacobin à me dire communiste qu'un anard, qui est, euh, qui est le meilleur allié du capitalisme. Vraiment. Qui est même le meilleur allié du libéralisme. Je suis désolé, mais entre l'anarcho-syndicaliste, qui est le moins pire des anards, et le libertarien, il n'y a absolument aucune différence dans la pratique. Dans la théorie, il y a peut-être des différences peut-être éthiques, morales, théoriques, hein, évidemment, mais dans la pratique, il y aura le même résultat d'un système de marché libre et de concurrence. Hein, les mêmes logiques libérales s'appliqueront. Alors, les anarcho-syndicalistes, ils sont moins déconnants que, par exemple, des communistes libertaires qui refuseraient même les syndicats. Au moins, le syndicat, ça permet une coordination assez large, pas suffisante, et voilà, il y a des défauts, mais le syndicat est un outil qui, s'il est correctement utilisé, s'il est bien déjeuné, j'allais dire s'il y a des purges staliniennes, mais je déconne. Non, le syndicat, c'est une organisation de masse, donc on essaie de regrouper des gens sur autre chose que sur les idées, sur des choses concrètes. Hein, sur des choses concrètes qui sont la lutte des classes. Bon. C'est pour ça que vous pouvez pas en faire un. C'est pas un parti révolutionnaire, c'est pas un parti d'avant-garde, un syndicat. C'est ni un parti réformiste. Ouais. Voilà, ça vaut pas un parti politique, un syndicat, en termes de. Mais c'est indispensable. Vous devez avoir et un parti et un syndicat pour la lutte des classes. Parce que vous devez allier les conditions. Vous devez allier la lutte économique avec la lutte politique et idéologique. Et la lutte économique concrète doit servir à ça, le syndicat. Le syndicat, il n'a pas à s'aligner sur je suis progressiste, conservateur, de gauche, de droite. Non, le syndicat, son rôle, c'est de dire je suis un travailleur, je me fais exploiter par les bourgeois, nous exploitent, unissons les travailleurs, qu'ils soient de gauche, de droite, progressistes, conservateurs, sur le lieu du syndicat, même si vous avez un prolo qui est un peu conservateur sur des questions, par exemple des questions de mœurs, ou différentes questions de société, on n'a pas à lui faire la morale sur ces questions-là, on l'a amené dans la lutte des classes sur le terrain pratique. Et c'est par ce biais que qu'un parti communiste doit l'amener par son travail d'éducation des masses, doit l'amener à rejoindre le camp du socialisme, du communisme, et donc à renverser la bourgeoisie. Que ce soit par les méthodes réformistes ou révolutionnaires. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais voilà. Moi, je ne me prends pas spécialement ni la méthode réformiste ou révolutionnaire, c'est une question de contexte. Voilà. En tout cas, vous n'aurez ni la réforme ni la révolution dans le cadre de l'anarchisme. Bon. J'étais un petit peu long, mes amis, camarades et citoyens, mais je souhaite surtout, avant tout, prendre bien soin de vous. Raison, égalité, nous vaincrons. Pour la victoire du prolétariat.